appareil va être un peu compliqué. Ça, c'est normal parce que si je dois travailler avec un logiciel de réparation et que dans le logiciel de réparation, on me recommande des schémas, c'est-à-dire que je dois me baser sur les schémas pour faire la réparation. Donc, si je dois me baser sur les schémas pour faire de la réparation, il faudrait que je maîtrise les termes qui sont dans le schéma électrique. Et donc, pour ce faire, le fabricant de l'appareil met ces termes-là sur le PCB pour permettre aux techniciens de pouvoir comprendre et de pouvoir faire les vérifications au lieu de vouloir faire à tâtons. Déjà, sur le PCB, j'ai déjà le numéro de PCB qui est là. Là, tout ce que nous avons ici, exemple 94V-CTI3, etc. Ce sont les références de votre carte mère, de votre PCB. Donc, si vous cherchez normalement ces références, vous tomberez sur un PCB qui peut-être a trait avec un smartphone. Ouais. Donc, l'identité de ma carte mère, l'identité de mon PCB se retrouve sur l'écriture à ce niveau. Alors, ensuite, nous avons au niveau des points, des test points, le premier de gauche vers la droite maintenant, le VBAT, le RIS, le PWK, le GND. En bas, nous avons le point cold, le K-Cold, ensuite le TX. Alors, le ground, tout à l'heure, nous avons dit que c'est la masse en français. Et c'est pourquoi on l'a symbolisé avec le symbole de la prise de terre, pour déterminer que c'est la masse. Ensuite, j'ai le PWK qui veut dire Power Key. Le GND qui veut dire le ground. Le ground qui veut forcément dire en français la masse. La masse. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant sur la deuxième page, la masse ou le GND. Donc, sur cette carte, mais sur ce PCB par exemple, ici vous avez un connecteur de batterie qui est là et qui n'a pas de symbole. Ici, vous n'avez par exemple pas les pôles, vous n'avez pas le plus ni le moins. Vous voyez un peu. Donc, le connecteur de batterie, c'est comme la dernière fois en faisant le test à froid, je vous avais dit quoi? Vous allez mettre le rouge sur la masse et ensuite, c'est le moins qui vous permettra de déterminer le plus et le moins. Maintenant, il faudra le faire de deux façons pour savoir si c'est la masse commune ou c'est une ligne positive. Parce que en test à froid, il y a une ligne qui va vous donner une valeur et l'autre ne vous donne pas de valeur, ce qui détermine le plus. Par contre, si c'est une masse commune, ça va sonner dans les deux cas. Vous voyez? Donc, ici, par exemple, à côté de mon connecteur de batterie, se trouvent des test points. Et ces deux test points là, c'est ce que nous avons répertorié ici à ce niveau. Donc, le test point là, le VBAT qui veut dire voltage battery, qui est la tension de la batterie normale. Ensuite, le GND qui veut dire le ground. Donc, sur mon PCB, le VBAT détermine le plus. Donc, la tension qui vient de quoi? Du chargeur ou de la batterie. Donc, si la tension est de 3,5 volts pour la batterie, là, quand je mettrai ma sonde rouge sur ce point-là, j'aurai normalement les tensions qui doivent aller à la batterie. Vous voyez? Alors, ici, par exemple, il se pourrait que, par mégarde, le connecteur de batterie, là, s'est arraché. D'accord? On a voulu mettre la batterie, insérer la batterie, et le connecteur s'est cassé, ou les pins que vous voyez à ce niveau sont cassés. Alors, vous ne savez pas comment faire pour alimenter votre batterie, ou bien pour alimenter votre téléphone. C'est ici que vous allez mettre votre crochet. Donc, si je mets mon crochet ici, normalement, je mets la masse ici, je dois forcément alimenter mon téléphone et l'allumer. Vous voyez? Donc, ce sont des raccourcis qui nous permettent de faire des travaux sur les smartphones sans forcément avoir les bornes ou les connecteurs qu'il faut. Ici, ça me permettra de déterminer si, en réparant, ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. C'est le cas, par exemple, je prends la sonde rouge de mon DC Power que je positionne sur le VBAT. J'allume le téléphone ne s'allume pas. Vous voyez? Or, le client pensait que c'était sa batterie qui n'était pas bonne. Et pour vous, en vous le disant que mon téléphone ne s'allume pas pour lui,
c'est que vous devez acheter une nouvelle batterie. Or, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas acheter une nouvelle batterie sans savoir si le téléphone marche ou pas. Donc, ce ne serait que sur le test point que je peux faire cette vérification avant de vouloir acheter une nouvelle batterie. Vous voyez un peu le rôle que jouent les test points sur nos smartphones. Ensuite, nous avons la troisième page où nous avons les lignes internes, c'est-à-dire les liaisons internes sur le PCB que nous ne voyons pas. Les liaisons internes du PCB que nous ne voyons pas, comme tout à l'heure j'ai eu à le dire, au premier abord, on a les touches, d'accord? Alors ici en regardant, j'ai la touche ici, qui est la touche qui représente échappe, la touche qui représente une validation, la touche d'allumage qui est là, la touche de raccroche et de décrochage pardon, qui est là, la touche de validation et ensuite la touche de menu. Ici, j'ai quoi? J'ai la touche haute, bas, droite et gauche. Le milieu qui aussi peut être la touche de validation. Ouais, donc déjà, en regardant la structure de mon PCB, je me retrouve avec une carte d'un petit téléphone. Ensuite, vient les adaptations d'un autre port sur le connecteur de batterie. Ici, c'est un PCB. Voici les test points dont j'ai parlé. Et j'ai dit que les test points, ce sont des points qui sont spécialement réservés pour faire des tests. Ce sont en quelque sorte des raccourcis. Ça permet aux techniciens de faire un travail, de vérifier une tension, de vérifier un signal, avant de dire que voilà, l'appareil pourra marcher ou ne pourra pas marcher. Donc, ici par exemple, voici ici un exemple d'un connecteur de charge qui est là. Alors, si je prends ce petit élément que vous voyez là, c'est un bouton d'allumage qui est ici. Et ce bouton d'allumage là, c'est ce que nous avons fait la dernière fois, la touche d'allumage latérale. La touche latérale là, qui se trouve sur les téléphones. Ouais. Voilà, vous vous souvenez. Voilà, c'est comme, la touche là qui est là. Vous voyez, cette touche qui est là. Ouais. Voilà, donc par exemple, je prends un exemple palpable. Une touche comme ceci qui ne fonctionne plus. Et je vais adapter cela à un téléphone. Donc, à partir des test points, il me suffit seulement de faire quoi? De prendre seulement un fil de shunt, de le relier à la masse et ensuite d'aller chercher là où c'est écrit Power On et de le relier sur l'autre partie. Ouais, donc ça veut dire quoi? Que sur mon téléphone, par exemple ici, si cette touche-là latérale qui doit allumer le téléphone est endommagée, ou je ne la retrouve pas, je peux retrouver un autre téléphone et carrément à partir du test point seulement aller faire les connexions qu'il faut et puis hop, ça reprend. Ouais, par exemple, je vais adapter une touche d'allumage par exemple à un téléphone qui ne s'allume pas. Et moi, pour l'objectif, c'est de chercher un truc et de pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher juste une touche latérale, comme ceci, soit. Et ici, c'est un cas, c'est un bouton poussoir que vous voyez là. Là, ici, c'est un bouton poussoir. Alors que sur nos téléphones portables, généralement, ce sont des ventouses. Ce sont des touches à ventouses, ici qui sont plates, et ensuite maintenant recouvertes d'un petit bouton comme le clavier, qui est relié directement avec quoi? Qui est relié avec la touche haut du volume, voilà, haut et bas, et ensuite la touche latérale en bas. Donc, c'est une seule flex qui le fait. Donc, c'est une seule ligne qui fait tout cela. Alors, il peut arriver que les touches haut et bas fonctionnent, mais que la touche de l'allumage ne fonctionne pas. Donc, voici une adaptation que je peux faire à partir de quoi? À partir des test points. Donc, à partir des test points, je prends un fil. Tout à l'heure, je vous montre d'abord un fil de shunt. Un instant.
Alors, voici un peu le fil de shunt. C'est ce que nous appelons le fil de shunt. C'est bon, le micro est coupé. Voilà. Oui, je vois. Voilà. Alors, c'est ça que nous appelons le fil de shunt. Alors, c'est avec ce fil-là qui nous permet de faire des rattrapages en quelque sorte. C'est des fils cuivrés qui nous permettent, qui évitent de faire par exemple des courts-circuits sur la carte mère et évitent de faire des conneries pour pouvoir griller l'appareil. D'accord? Alors, on va aller. Alors, ici par exemple, nous avons toujours les mêmes connexions, le TX et le RX. Le RX qui veut dire receiver data et transmitter data qui est le TX. Réception, émission. Ça, c'est dans la partie réseau. Donc, si j'ai au niveau des test points, je pense qu'hier, on avait vu, avant-hier, on avait vu ça, les valeurs. Les valeurs au niveau du document que je vous ai envoyé. Normalement, c'est en bas en dernière position. Lorsque, par exemple, j'ai un souci de réseau, lorsque j'ai un problème de réseau, un réseau qui déconne, ou bien j'ai un problème d'émission, et que, par exemple, le téléphone me met only SOS, only emergency, ça veut dire que c'est seulement les appels d'urgence ou les appels d'urgence ou les appels, appels d'urgence uniquement, ou nos services par exemple, nos services, nos signal. Par exemple, ça veut dire qu'il y a un problème de réseau. Alors, techniquement, je dois d'abord aller vérifier si j'ai la cible dessus, si j'ai les barres d'antenne qui sont là. C'est alors d'abord d'aller vérifier d'abord si, est-ce qu'au niveau du RX ou TX, est-ce que les signaux sont là? Ou est-ce que la ligne est bonne avec le test à froid? Donc, si tout ça c'est OK, normalement, on doit pouvoir passer. Également, ça permet aussi des fois de pouvoir faire ce qu'on appelle des flashages et des déblocages sur certains smartphones. Certains smartphones, à partir du RX et du TX, on peut aussi, à partir de là, lire les informations de notre téléphone. C'est le cas, par exemple, des téléphones basiques, les GSM, qui nous permettaient de pouvoir faire un peu les décodages. C'est ce genre de téléphone qu'on avait, où nous pouvons, parce que on n'avait pas trop une partie soft, donc on passait par le TX et le RX pour pouvoir faire les décodages. Donc c'était à partir de là qu'on pouvait lire les informations. Donc au niveau de soft, on nous dira que la solution soft passe par ces deux signaux-là qui sont le RX et le TX. Hein, ça c'est souvent quand il faut faire des solutions software. Ensuite, nous avons les connexions des lignes plus et moins sur les points de test. Alors ici, c'est un chargeur. Voilà, et ça c'est ce genre de téléphone que vous voyez avec des bouts comme ceci. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez, ces connecteurs que nous appelons des V8. Les connecteurs qu'on appelle des V8. Là, c'est un connecteur V8. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les connecteurs V8? Ce qu'il faut savoir, c'est que les connecteurs V8 ont quoi? La première broche et la cinquième broche, ce sont eux qui sont liés à la masse et au V-charge. Donc, le VCHG, c'est pour la charge, c'est la tension de la charge. Donc, si par exemple, je mets mon connecteur de charge à ce niveau, mon test point me permet d'aller sur le V-charge pour vérifier si j'ai la tension qui va charger ma batterie. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez un peu le raccourci. Donc, si je n'ai pas les tensions au niveau du positif du connecteur, je peux aller au niveau du test point V-charge pour vérifier si effectivement la tension arrive là. Et que peut-être c'est au niveau du chemin V-charge test point jusqu'à ce niveau qu'un problème peut-être se pose. Ou vous vérifiez, d'abord parce que la première des choses c'est quoi? Je mets le chargeur au niveau du connecteur, mais les premières réactions qu'on a c'est d'aller directement sur le connecteur de charge.
et de vérifier si les tensions sont sorties. Au niveau du connecteur de charge, je vais mettre du 5 volts. Mais au niveau de la connecteur de batterie, je vais avoir 3,6 ou 7 ou 4,2 volts. Le processus, c'est ça. Si vous mettez du 5 volts, à la sortie, vous aurez 3,7 ou 4,2 volts. Donc, le technicien qui veut, par exemple, réparer un appareil, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de mettre le chargeur, de vérifier sur le connecteur de batterie pour voir si est-ce que la tension est out. Est-ce que j'ai les 3,6 ou j'ai les 4,2? Si je ne les ai pas, alors la méthode me permet d'aller sur le test point et vérifier au niveau du V-charging pour voir si est-ce que j'ai les 5 volts. Et donc, voici un peu la représentation de chacun. Donc, à partir de mon connecteur, la première pin à gauche, c'est elle qui va directement sur le V-charging. Les 2, 3 et 4 aussi indiquent autre chose. Ouais, les deux, c'est-à-dire les pins 2, 3 et 4 ont aussi leur fonction sur un connecteur de charge. Et c'est d'ailleurs même la raison qui fait que le plus souvent quand nous changeons les connecteurs de charge et que c'est mal connecté, nous branchons le téléphone sur l'ordinateur, le téléphone n'est pas détecté. Le téléphone peut se charger, oui, parce que seules les deux pins d'extrémité, la pin 1 et la pin 5 sont connectées. La plupart des techniciens ne peuvent pas souder les autres pins qui sont au milieu parce que c'est tellement très rapproché, au millimètre près que les gens font des courts-circuits. Donc, ils préfèrent connecter directement que la première broche et la cinquième broche qui représente le plus et le moins. Si vous arrivez à le faire, alors votre téléphone va se charger correctement. Sauf que, en le connectant sur un ordinateur pour un transfert de données ou images, vous avez des soucis parce que l'ordinateur ne le reconnaîtra pas. Et c'est ce que nous avons appelé la dernière fois les D+, et les D-. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, lorsque j'ai un souci de ce genre, alors c'est la liaison qu'on me montre. On me dit que la pin rouge vient directement sur le V-charge et le jaune maintenant c'est sur la masse que ça vient, c'est-à-dire le ground. Donc, si j'ai ce principe-là, c'est tellement facile, basique pour moi de prendre par exemple mon multimètre, de placer le noir sur la masse et ensuite avec le rouge de venir au niveau du V-charging pour voir si est-ce qu'effectivement là, le téléphone va se charger par la tension qui va sortir. Nous allons tomber sur cette vidéo, cette image-là que beaucoup n'arrivent pas à comprendre sur les câbles USB. Les câbles USB, généralement, c'est 4 fils. Ce sont les têtes du port USB. Alors, on a également le moins, le V-charging dont on vient de parler tout à l'heure, les deux du milieu qui sont les USB Data Minus, USB Data Plus. Qui veulent dire quoi? Qui veulent parler de transfert de données. Donc, nous avons un qui va l'envoyer et un autre qui va le sortir vers notre téléphone. Donc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Lorsque les deux du milieu ne sont pas connectés, alors là, forcément, votre téléphone n'est pas reconnu par votre ordinateur. Même si vous activez le mode développeur ou vous acceptez de faire passer le téléphone, tant que le truc n'est pas bien placé, il n'est pas détecté. Il n'est pas détecté par votre téléphone. Alors, au bout, puisqu'on a ici la tête, là on a le bout maintenant de notre câble. Toujours la même chose. On remarque quoi? Que on a les fils bleu, vert, gris et ensuite rouge. Nous voyons aussi la même chose. Ouais, donc on a le noir qui représente la masse, le rouge qui représente le V-charging et ensuite les deux du milieu qui représentent les transferts de données et les informations téléphone-ordinateur. Alors, voici un peu ce que ça me donne en termes de connexion. En termes de connexion, lorsque je veux connecter, par exemple, je vais adapter un port USB, un connecteur de charge. Voici un connecteur de charge. Et ici, il en a, le voici en bas ici. Vous voyez, il y a un qui est là. Peut-être que le processus fait que lui ne peut pas marcher. Ou quelqu'un a voulu l'enlever, il a arraché. Vous voyez, il n'a pas bien chauffé.
Et il a arraché le... Comment on appelle? Il a arraché les pastilles. Ah, oui. Voilà, il a arraché les pins avec les pastilles. Et donc sur la carte mère, on ne voit plus de pastilles. Donc avec mon fil de shunt, je peux réadapter maintenant notre connecteur en les faisant quoi? En cherchant au niveau des test points là, des connexions à faire et puis je récupère le truc. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc je prends mon connecteur de charge avec mon fil de shunt que je vais tisser. Je vais le tisser. Alors, je vais les mettre maintenant sur chacun d'eux. Alors vous allez remarquer qu'il y a toujours un qui est là qui n'est pas utilisé. Oui. Alors lui, c'est souvent lui qui détermine l'ID, c'est-à-dire l'ID de votre téléphone. Quand vous connectez votre téléphone, c'est lui qui le détermine, c'est lui qui le reconnaît. C'est pourquoi on ne l'a pas mis en fait. L'identité. L'identité. C'est lui qui reconnaît l'identité. Donc quand je regarde un peu, donc je vais connecter les 4 autres, le moins sur la masse, soit ici, soit là, soit quelque part là. Et il dit que tout cet ensemble-là qu'on voit qui passe là, c'est la masse. Et ensuite, maintenant, avec le rouge, je vais chercher le V-Boss. Et ensuite, avec les autres, maintenant, ça va être le D- et le D+, qui vont représenter les tensions, les données et tout ça. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de questions. Bon. C'est bon. Bien, on continue. Alors, je viens là. Ici, par exemple, c'était pour te montrer un peu un truc là, sur une connexion directe. Une connexion directe. C'est-à-dire, je prends un câble, un chargeur, je coupe la tête du chargeur au lieu d'utiliser le port USB, là, ou le port là. Je coupe le câble et j'ai le fil rouge et le fil noir qui est là ici. Alors, qu'est-ce que tu vas remarquer? J'ai connecté le fil directement à la masse ici, le V-ground. Et ensuite, le rouge, je l'ai connecté à quoi? Au VCHG, ici. Et quoi? Et je vois la batterie qui commence par se charger à ce niveau. Bon, comme c'est une image, c'est pourquoi on le voit comme ça. Sinon, normalement, en vidéo, il doit commencer par défiler. Sinon, en vidéo, il défile. C'est bon? Alors, Ouais. voici un cas précis. Ce cas, voilà, normalement c'est un cas que je n'aime pas dire trop au téléphone ou je n'aime pas dire quand je suis en live. Parce que si on le fait comme ceci, si on le fait comme ça, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup sont là et ça passe. Alors, pour ceux qui sont en live, Maxime, 2 secondes. Je vais couper les lives ici parce qu'ils n'ont pas. Ils sont seulement à 95 j'aime, ce qui n'est pas encourageant. Ils sont à 95 j'aime. Ils sont connectés en train de regarder les lives et je vais couper le live. Sur le live, je vais couper et ensuite maintenant, si vous voulez vous connecter, vous voulez suivre la formation, vous venez maintenant à Leader Technologie Group, vous nous envoyez, vous nous écrivez. Alors, monsieur commentaire, ce n'est pas parce que j'ai réclamé les cœurs que vous allez m'envoyer les cœurs qui va m'encourager, hein, vous envoyez 2 cœurs, et puis ça, non, ça, je dis non, hein. Vous voyez un peu. 2 cœurs pour un cours qui coûte 200, 300 000 francs, pour 2 cœurs, non, voilà. Si c'était les pagailleurs là et puis les conneries là, vous allez envoyer des 1000 cœurs en train de partager le live. Alors que vous avez un cours qui est payant, qui est très recherché. Donc je vais essayer ici tout à l'heure de vous dire merci pour cette matinée. Si vous voulez vous venez vous inscrire, vous nous écrivez sur le 77 767 51 52. Voilà, vous nous écrivez sur le 77 ou vous allez sur notre page YouTube. Vous allez voir nos vidéos là-bas sur notre page YouTube, Leader Technologie Group. Merci beaucoup et puis bon après-midi à vous. Voilà. Alors, le bain ultrasonique, parce que moi j'évite un peu que beaucoup me disent que non, l'eau. Je l'ai essayé avec les PC portables, mais ça m'a vraiment fait des dégâts. Donc, je préfère éviter. C'est vrai que j'utilise de l'alcool isopropylique, mais couramment avec le bain ultrasonique. Donc avec celui-là, c'est plus, je suis à l'aise. Ou carrément, nous utilisons de l'alcool safe.
où on va utiliser de l'alcool safe, qui est une variante aussi de l'alcool iodé, de l'alcool blanc, mais qui est moins agressif. Comme on dit, comme on le dit souvent, au niveau de l'IPA, l'IPA ne doit pas être agressif, ne pas être corrosif. Donc, les gens pensent que généralement c'est le diluant qui le fait, puisque le diluant est un dérivé. Or, le diluant qu'on utilise généralement, c'est un diluant qui est un ennemi juré des PCB. C'est-à-dire qu'il va causer un peu de la détérioration du vernis qui couvre le PCB. Et donc, forcément, qui va aller créer quoi? Il va aller créer des courts-circuits intérieurs que nous ne voyons pas. Et ce cas-là, j'en ai eu beaucoup. Et après, quand on a compris que non, c'était de l'alcool qu'on utilisait un peu dans les quincailleries, nous avons dû arrêter cela. Peut-être qu'on est à moins d'une minute. Sûrement que je vais... on est à moins d'une minute. Sûrement que je vais avoir... ça va s'arrêter tout à l'heure. Ensuite, alors nous avons les termes. Tous les termes sont là. Vous avez dans les documents. Tous les termes sont là, comme j'ai dit, que nous avons sur le PCB. Ensuite, nous avons les termes des alimentations. Les termes au niveau des alimentations, ce sont les termes qui sont liés à Power, GND, Receiver Data, Taste Data, dont j'ai parlé tout à l'heure en disant que c'est des points qui sont liés souvent au software pour les données. Alors, nous avons également aussi un composant que nous appelons le NTC. Un composant qui est une résistance. En anglais, c'est Negative Temperature Coefficient. Un coefficient de température négative, CTN ou CTP. Alors, on les retrouve généralement dans les batteries et derrière les connecteurs de batterie. Parce que c'est eux qui déterminent un peu la température de votre téléphone ou la température de votre batterie, si celle-ci est en charge. Ouais, donc c'est eux qui déterminent la quantité de chaleur ou comment la chaleur est en train de faire chauffer votre téléphone pour l'arrêter, pour arrêter l'alimentation. Et souvent, quand nous mettons nos téléphones en charge, c'est souvent ce composant-là qui détermine quelle est la chaleur ou la température qui tourne dans nos téléphones, dans nos appareils électroniques. Et c'est généralement même ce composant-là qui se trouve aussi sur les clims dans nos maisons ou les chauffages lorsque nous faisons des réglages de température donnée. Lorsque nous avons une température, qu'est-ce qui se passe? C'est ce composant-là qui détermine le degré qu'il faut pour couper l'arrivée, le degré qu'il faut pour démarrer. C'est également ce NTC ou CTP ou CTN qui se retrouve dans nos frigos, dans nos réfrigérateurs. Alors, c'est le même principe. Le CTP se retrouve au niveau, si nous avons un congélateur ou bien un frigidaire de 2 compartiments, en haut, nous avons le compartiment congélation, en bas, nous avons la réfrigération. Lorsque la congélation commence par fonctionner, c'est ce composant qui détermine que, dans le premier compartiment, la glace est tellement formée que, à force de le laisser continuer, ça va complètement se glacer, devenir autre chose. Et donc, c'est ce composant qui dit qu'arrivé à cette température, je coupe l'arrivée de l'air frais qui condense la glace et ensuite déclencher le ventilo qui va brasser l'air ou une partie de la glace. Il va envoyer cet air-là vers la réfrigération. D'où quand on ouvre un frigidaire ou un congélateur, on remarque que nous avons une buée ou bien nous avons de la vapeur qui quitte le haut vers le bas. Donc c'est le ventilo là qui brasse l'air condensé au niveau du congélateur vers maintenant la partie réfrigération. Et si on remarque bien, c'est le même composant qui à un moment donné fait déclencher le frigidaire, ou c'est le même composant qui déclenche la clim. À un moment donné ça tourne, à un moment donné ça s'arrête. À un moment donné ça tourne, et c'est lui qui détermine
la température, parce que vous avez réglé votre clim à une température. Si cette température ambiante est moins ou dépasse un peu le seuil que vous avez réglé, alors c'est le composant qui déclenche le moteur pour que votre clim reprenne ou votre ventilo ou bien votre congélateur, votre frigidaire ne puisse tourner. Et on le retrouve aussi sur nos téléphones. C'est ce composant d'ailleurs qui régule la tension parce que plus vous avez la chaleur dans votre chargeur de téléphone portable ou d'ordinateur portable, le matériel se chauffe à un point donné. Si vous n'avez pas ce composant dans le système, vous risquez de détériorer votre chargeur. Par contre, s'il est là, lui il dit, ben, écoute, au moment où je suis arrivé à tel degré, je ne peux pas fonctionner, donc j'arrête, je fais un arrêt de sécurité. Donc, il bloque l'arrivée de votre tension, le temps que tous les appareils qui sont chauffés puissent se refroidir et ensuite après reprendre. Donc, ce sont ce que nous appelons des thermistances que nous avons. Alors, on a les thermistances et on a les VDR, les varistances. Ces deux composants vraiment qui sont indépendants dans la réparation des cartes mères de télé. On les retrouve plus souvent dans les cartes, dans les alimentations de télé. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle le jump-in. Le jump-in. Le jump-in, c'est le mot qui va avec le pont, faire un pont, sauter. Donc, quand je parle de jump-in, c'est par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de monter une carte mère, monter un connecteur de charge qui est arraché. Juste mon fils là, juste un instant. Ok. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce cas, il arrive le plus couramment possible. Il arrive tellement, ces genres de cas, où le téléphone perd du réseau. Alors, nous savons que nos appareils, nos smartphones sont des appareils qui ont des antennes intégrées. Les antennes sont à l'intérieur. Et puisque les antennes sont à l'intérieur, nous avons des languettes. Le processus de lecture de la carte nous dit que tout ce qui est point pastille de ce genre est une source d'entrée. Voici par exemple une pastille qui est une source d'entrée. On l'a représentée par quoi? On l'a représentée par Mike. Un micro. Voilà. Donc c'est une source d'entrée. Et forcément que à côté de chaque entrée, on va vous mettre des initiales. Pour vous montrer que, ah, tenez, par exemple ici, j'ai le GND qui représente la masse. Ici, la pastille la représente le quoi? Il représente le GSM. Ici, il représente le GND. Vous voyez? Donc, alors, ici, je reviens, ici, c'est la même carte. Hein? Voici ma cage de Faraday qui est là. Voici la cage de Faraday. Et donc, déjà, en regardant ce petit élément, ce petit composant que vous voyez, je l'appelle le château. J'appelle ceci le château. Et c'est le château qui détermine la partie réseau. Donc, quand je regarde une carte mère de smartphone, je vais, à partir de cet élément-là, trouver l'endroit par lequel le réseau rentre. Et donc, c'est lui qui favorise le réseau. C'est lui qui sert de point de passage du réseau. J'ai un problème avec la charge là. Un problème avec le chargeur.
télécharge. Bon. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, voici un château qui est là. Autour de ce château se trouvent des composants. Ces composants sont évidemment constitués de condensateurs et de bobines. Tout autour du château, j'ai des condensateurs et des bobines. Et nous avions dit que le condensateur ou la bobine peut s'utiliser comme étant des filtres. Le condensateur peut s'utiliser comme un filtre. La bobine aussi peut s'utiliser aussi comme un filtre. Ça dépend. Les deux composants sont utilisés lors du filtrage. Et donc, j'avais dit aussi que ces condensateurs sont couramment utilisés dans la partie réseau, surtout. Beaucoup plus sur les smartphones dans la partie réseau. Donc, quand je regarde un peu mon château, autour de mon château maintenant, j'ai des condensateurs et des bobines. S'il y a de la place sur la carte mère, on mettra toujours les références de chaque lettre. C'est par exemple la désignation. L pour bobine, C pour condensateur, R pour résistance. Alors, il arrive que lorsque le téléphone perd le réseau, ça peut être les composants avoisinant le château qui sont peut-être en court-circuit ou en circuit ouvert. Ça peut être une bobine qui est en circuit ouvert, cramée, par exemple, qui est l'origine de la défaillance du réseau. Ça peut être un condensateur qui a perdu sa caractéristique et être en court-circuit. Une défaillance aussi. Donc, le bon technicien, la première des choses, c'est de vérifier les composants tout autour du réseau. De déterminer quel est le composant qui est défaillant. Première chose, c'est de vérifier les composants tout autour dans la partie réseau. En test de continuité, évidemment, c'est-à-dire que les composants miniatures de surface ou les condensateurs bobines sont en court-circuit lorsqu'ils vont biper, si il s'agit d'un condensateur non polarisé, et s'il s'agit d'une bobine, il sera en circuit ouvert. Donc ça veut dire qu'il ne passera pas. Donc une fois que cela est déterminé ou bien trouvé maintenant, je peux le remplacer. Sinon, dans le cas contraire, le château est un élément qui est un peu comme ceci. D'accord? Alors, j'ai mon arrivée qui vient de là et ma sortie qui est sur ma sortie, c'est ça, la main qui a ça. Et donc, sous le château que tu vois, sous le machin là, il y a deux filaments qui se touchent, deux languettes qui se touchent. Ils ne sont pas collés, mais ils se touchent, ils se frôlent un peu. Pour favoriser quoi? Le passage, c'est comme si c'était un pont en réalité. Et donc, avant par le passé, quand moi j'avais ce problème et que je ne savais pas ce que c'est, je prenais une épingle et ensuite que j'introduis dans le trou là. Le trou là au-dessus, c'est un trou qui est là. Oui. Donc, j'introduisais l'épingle à l'intérieur pour que la connexion soit permanente. Oui. Oui. Et ça résolvait le problème. Vous voyez un peu. Après, on m'a dit, mais écoute, au lieu de mettre l'épingle, tu as la possibilité de l'arracher. Tu l'enlèves carrément et tu fais juste quoi? Tu fais un court-circuit. Donc, il suffisait de l'enlever et moi, je mettais l'étain. Je faisais passer l'étain entre ce point qui est là, qui sert de sortie, et ce point-là qui sert d'entrée. Parce que l'antenne frôle là, passe par ce chemin, rentre par ces composants-là, ensuite continue par les condensateurs pour rentrer sous le château. Et passe par ici et continue à travers les condensateurs pour rentrer maintenant sous ce qu'on appelle l'antenne switch. Vous voyez un peu? Et donc, pour éviter de l'enlever, je prends maintenant le fil de shunt, d'accord?
En prenant le fil de shunt, je vais le torsader, je vais le plier en deux, d'accord? Je le prends et ensuite, je ne sais pas si c'est possible de le Ouais, voir. voilà. Voilà. Et ensuite, je vais le torsader en deux pour que ça soit un peu plus rigide. Ouais. Donc, de 2, ça devient 1. D'accord? Et ensuite, maintenant, je vais le souder. Je vais souder. Ici, vous voyez, vous voyez les points noirs qui se trouvent sur les pastilles? Oui. Ce sont les carbones. Alors, le carbone est créé, c'est un dépôt de carbone qui est créé, au passage du courant, va créer des étincelles. Des petites étincelles, c'est comme le truc brûlé en fait. Et c'est d'ailleurs ça même qui favorise aussi les fuites de réseau. Et beaucoup de techniciens, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils prennent l'appareil, ils prennent juste un tournevis et ils grattent le carbone. Vous grattez, vous nettoyez et puis vous remontez, ça reprend. Parce que le carbone qui a été déposé forme une petite couche d'isolant entre l'arrivée du signal et la suite. Donc, il n'y a pas un bon contact intime. Voilà, et donc, c'est même ce qui se passe avec beaucoup d'appareils, surtout sur le cas des batteries que nous mettons directement dans le téléphone. Quand il y a un peu de carbone, dépôt de carbone, mais ça, le contact n'est plus permanent et donc l'appareil s'allume par intermittence. C'est ça qui arrive également avec ça. Intermittemment, le réseau part et revient, part et revient. Première chose, je vais d'abord nettoyer les carbones. J'enlève tout ce qui est nettoyé. Je prends un tournevis, je gratte un peu le carbone, ou bien je nettoie ça à l'alcool isopropylique. Je nettoie. Et ensuite, maintenant, je fais remonter un peu les contacts pour qu'il y ait plus d'intimité entre les deux contacts. Et ensuite, maintenant, ça repart. Alors, ça, c'est un cas extrême. Lorsque je n'ai pas pu, j'ai fait tout ce qu'il faut et que ça n'a pas marché, je prends carrément mon fil de shunt, je vais gratter et souder un fil sur l'arrivée du signal et ensuite directement le relier sur le composant de sortie. Ça veut dire quoi? Que je viens de faire un grand pont. Je viens de faire un grand pont. Et comme il n'y a plus de résistivité dans le fil, alors le signal en arrivant va parcourir le chemin le plus facile. Oui, il passe quand même. Hein. Il va passer. Il va passer parce qu'il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de composants, il n'y a plus d'obstacles devant lui. Donc il passe directement et puis hop, il va directement à l'autre truc. C'est ce que nous appelons faire ce qu'on appelle un jumping ou faire un rattrapage. Et donc, ça sans enlever le château. Oui, sans enlever le château parce que le problème était déjà là. Donc ici, c'est qu'on lui a fait vraiment un raccourci qui n'a plus d'obstacle. Et donc, comme on dit, un signal qui arrive et qui ne rencontre pas d'obstacle continue son chemin par le plus facile. Ouais, donc il va passer par le chemin le plus court en fait. Et le chemin le plus court, c'est le fil qui est dressé devant lui. Ouais. Voilà, donc je viens de faire un pont. Et couramment, ça marche. Hein? Ça marche tellement parfaitement. Le réseau, il est fixe pour de bon. Hein? Le réseau, il est calé pour de bon, quoi. Vous n'avez plus de soucis, en fait. Alors, je reviens également sur le même cas, le même principe. Comme tout à l'heure, on a vu. Alors, on a pris un peu toujours ici le plus qu'on a relié au VBAC. Et ensuite, on a pris le moins qu'on a relié au truc. Normalement, en test à froid, je pouvais savoir si la ligne est toujours bonne. Au cas où ce n'est pas bon en test à froid, maintenant je peux relier un fil, je peux le prendre et puis mettre là, un fil là, et ça va, il va reprendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, regardez ici, c'est quoi? Oui, c'est la pastille, la fameuse pastille. Voilà, et il est, ouais, on l'écrit à côté. On l'écrit à côté pour dire que voilà, quand il va changer un peu de couleur, ça veut dire que c'est parti. Il y a quelqu'un qui a utilisé de l'eau dedans. Oui. Ok. Alors, donc je continue maintenant avec le circuit light. Le circuit light, c'est le circuit lumière.
Le circuit lumière, c'est lui qui gère un peu tout ce qui est LED sous l'écran. Alors nous avons des diodes sous l'écran. Il y a un problème dessus. Alors, dans chaque appareil électronique se trouve un circuit qui gère la lumière. Cette lumière est gérée par un petit circuit intégré. Alors, vous pouvez avoir un circuit intégré qui a comme référence AW99 ou le AL65. Que ce soit sur les Android ou que ce soit sur les iPhones. C'est ce circuit-là qui gère la lumière. Voici son schéma électrique. Le circuit lui-même, il est là. Et qu'est-ce que je remarque? J'ai beaucoup plus de condensateurs tout autour. Oui. Avec une bobine boost qui est là. Ceci est une bobine boost. Alors, à gauche, je reviens maintenant. Voici mon circuit AL65 qui est là. Voici la bobine boost. Voici la diode Zener qui est là. Cette diode Zener que nous voyons là, voici qui est là. Les autres, les condensateurs qui sont tout autour. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se présente. Dès que je localise le truc, et le plus couramment, c'est juste un petit circuit de rien du tout. Voici tout le principe qui est là. Tout le principe du circuit d'éclairage, il est là. Il se trouve sur la carte mère d'abord. C'est sur le mainboard qu'on le retrouve. Et ensuite, les sorties là vont être sur le connecteur de l'écran. C'est-à-dire, là où vous allez connecter votre écran, il est dessus là-bas. C'est à partir. C'est pourquoi avant-hier, je vous parlais de vérifier d'abord la référence de votre connecteur avant de faire le test à froid sur les affiches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la nappe qui se met sur... Oui, il y a toujours une référence dessus. Voilà, donc il y a une partie qui concerne uniquement que l'écran et les LED, c'est-à-dire la ligne qui amène au LED, c'est les lignes de sortie. Parce que les LED sont où? Les LED sont sur l'écran. Ouais. L'écran, ouais. Les LED sont en bas ici. Ouais, les LED sont souvent en dessous ici, qu'on ne voit pas. Donc, forcément que la suite, c'est la nappe. C'est la nappe qui va sur la carte mère, la suite est dessus. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller maintenant chercher à savoir où se trouvent les sorties des LED et ensuite maintenant, quelle est la tension. Alors, ici, en regardant en plus grand, quand je regarde un peu le circuit plus grandement, j'ai ici le Power Management IC, j'ai le CPU qui amène l'information au niveau du circuit AL. La bobine boost qui va envoyer le courant fort, c'est-à-dire quel courant? Le courant qui va vers les LED, la voici. Le courant qui va vers les LED, la tension, c'est entre 17 à 15 volts. Ça fait 35 volts. C'est énorme. C'est énorme, c'est une haute tension. C'est pourquoi on a mis la bobine boost. C'est d'ailleurs la bobine boost là, c'est le rôle de la bobine boost. C'est lui qui élève en fait la tension. Ah oui. Ah oui, c'est son rôle. C'est pour ça qu'on l'a mis. Vous voyez un peu, c'est pourquoi on l'a appelé boost coil. C'est la tension qui élève la tension. Donc, on parle de combien? On parle de 3,7 ou de 4,2 pour avoir 17 ou 35 volts. Et donc, nos LED que nous venons de voir tout à l'heure là, ces LED qu'on voit à ce niveau, ce sont des LED qui sont alimentés à presque 17 ou 35 volts. Ah oui. Et c'est d'ailleurs même ça qui donne l'éclairage à nos téléphones. Et ici, imaginez-vous que là, c'est sur les smartphones. Sur les PC portables, c'est autre chose. Sur les écrans de télé, c'est autre chose. Ouais. Donc, une fois que la LED est allumée, à ce niveau, là où le signal vient, nous avons 0 volts. Ouais. Donc, ce circuit-là, c'est lui qui gère. Lorsque vous n'avez pas ces problèmes et tout, alors,
Je change d'abord un écran. Ça n'a pas résolu le problème. Je mets un deuxième écran. Le problème n'est pas résolu. Mais la troisième chose, c'est directement aller voir sur la carte mère, de chercher à voir si ce circuit-là marche. Alors, lorsque je localise le circuit maintenant, je sais que la sortie du circuit, c'est quoi? C'est 4 et puis le 4 et le 6. Donc, sur ces broches-là, je vais juste vérifier où au niveau du 1, la broche 1, celle qui est représentée, la cathode, c'est-à-dire là, la voici, la cathode, ça c'est la broche 1. Et ensuite, la broche 4 qui est la sortie qui est là, où je vais vérifier entre les deux la tension qu'il faut sur le connecteur de l'écran. Et là, je suis rassuré que vraiment, là, j'ai un problème de blacklight, c'est le circuit qui est malade et il faut le changer. Alors, à titre d'information, il faudra noter les deux références. Le AW, quand vous voyez un circuit intégré de 6 pattes, comme ceci-là, comme celui-là, un circuit intégré qui est tout petit comme ça, de 6 pattes, alors il faudra se dire que non, ça, c'est la partie du blacklight sur une carte mère. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours connaître les composants, leurs fonctions, et après maintenant, on ne touche plus à n'importe quoi. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas ce circuit, ben, il va le toucher en pensant que c'était le circuit de charge. Ouais, donc en termes de référence, on a le AW69 et 99 et l'autre, nous avons le AL65. C'est bon? Alors, le circuit blacklight, il est là. Donc, vous l'avez dans le document. Donc, ça, vous pouvez peut-être repasser tout le document après et puis essayer de jeter un coup d'œil et tout ça. Alors, tout à l'heure, nous avions parlé d'un bouton, le bouton ventouse. Le bouton qui nous permettait d'allumer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. La ventouse, je le connecte à une broche sur le power et l'autre sur le NTC. Donc, dès que j'appuie, il va allumer mon téléphone. Donc, c'est comme si je faisais un peu un bricolage sur un téléphone qui ne s'allumait pas. Ensuite, j'ai maintenant ici la répartition des tensions sur le PCB. Alors, ces répartitions ici, on a fait un schéma synoptique juste. Un schéma synoptique où on a d'abord une première partie que nous appelons la première partie qui est le second partie et le first one, c'est la première partie. Alors ici, j'ai à peu près une représentation de tous les circuits intégrés que j'ai sur mon smartphone. Même chose également ici, tous les circuits intégrés. Et qu'est-ce que je remarque à partir de mon connecteur de batterie? Soit j'ai 3,7 volts ou 4,2 et c'est seulement ces tensions-là qui vont quoi? Qui vont alimenter tout le reste des circuits. À partir de 3,7 ou 4,2, j'alimente tout ça. Tous les circuits intégrés. Tous les circuits intégrés. Donc, j'ai tous les circuits intégrés que j'alimente. Tout ça se sont régulés par quoi? Par le circuit Power IC. Donc tout le reste, tout ça, et ce sont les tensions qui sont là. Par exemple, le circuit mémoire, il est alimenté à 1,3 volts. Le CPU, alimenté à 1,2 volts. La caméra, le network IC, il est alimenté à 2,8 volts. Le Wi-Fi, la RAM, le ROM, tout ça sont gérés par le Power IC, c'est-à-dire le circuit qui gère l'alimentation de mon téléphone. Et normalement, je pense que dans votre document que vous m'avez livré, dans le document que vous avez livré, voilà. Alors,
Alors, non, pas celui-là. WTR, NFC, DPM, processeur. Le voici. Celui qui est là. Donc, voici mon Power Management. Fonction gère l'alimentation batterie. Ah, c'est pas seulement l'alimentation batterie, hein. Il gère l'alimentation principale. Power Pan, smartphone ne démarre pas, refait les soudures, jumper, changer. Changer. Et généralement, jumper, il faut changer. Souvent, il faut changer. Soit c'est de refaire. Ici, il faudra ajouter, refaire les soudures, voilà. C'est ce qu'on appelle faire du reballing. C'est-à-dire faire les reballing, c'est-à-dire enlever, souffler, enlever, nettoyer et ressouder. Faire du reballing. D'accord. Alimentation pour vibreur. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà un peu le schéma qui nous représente un peu la répartition des tensions sur les PCB. Et ici, je vois en même temps aussi les schémas blocs. Donc j'ai mon connecteur d'alimentation. J'ai le BSI, le VBAT, le ground. On a une résistance de protection qui sert également de fusible, le circuit de charge. Et à partir de là, maintenant, le circuit est réparti maintenant. Donc, on a le Power Management qui est là, qui gère pas le CPU, qui gère l'IMC. Le circuit de charge et le Power Management, c'est pas la même chose alors? Non, c'est pas la même chose. Généralement, le circuit de charge, il est à part. Le Power Management aussi, dans tous les appareils, c'est comme ça. Le circuit de charge, c'est ce qui s'occupe de la batterie qui... Voilà, c'est le petit... Il est plus petit que le Power Management lui-même. Et le Power Management, c'est celui-là qui distribue les tensions. Voilà, c'est comme tout à l'heure là, ici. Hein? Donc lui, normalement, à l'intervalle ici, on a le circuit de charge qui est là. On a le circuit de charge qui est au milieu. Et c'est lui qui va gérer d'abord un peu les autres tensions. Et lui, c'est lui qui va les gérer maintenant pour le reste de tout le système. Il est toujours plus petit. Il est plus petit que le Power Management. Le Power Management, vous le trouverez toujours à côté du CPU et de la mémoire IMMC. Vous le trouverez toujours à côté. Le Power Management est toujours dans la zone alimentation.